L'Europe, le chaos total. La Russie et la Pologne à deux doigts de la guerre. La France et l'Italie dirigées par des communistes. L'Allemagne riche, mais complètement seule. Et si l'histoire avait pris un autre tournant? Revenons en arrière à l'année où tout aurait pu s'effondrer. C'est à ce moment-là que 6 pays européens se sont unis pour créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un pacte conçu pour rendre les guerres futures entre eux non seulement impensables, mais impossibles, en liant leur économie les unes aux autres. Mais dans notre ligne temporelle alternative, cela n'a jamais eu lieu. L'idée même de construire quelque chose comme l'Union européenne, une institution supranationale qui limite la souveraineté nationale au nom de la paix, était sans précédent dans l'histoire du monde. L'issue la plus probable après la Seconde Guerre mondiale, la même qu'à chaque fois. Une Europe divisée par les fiertés nationales et des intérêts concurrents. Alors, dans cette version alternative de l'histoire, voyons comment les choses auraient pu évoluer sans la création de l'Union européenne. Nous sommes en mai 1950. L'Europe se remet encore difficilement des ravages de la guerre. Les villes se reconstruisent, les économies sont fragiles et les souvenirs de l'occupation sont encore très présents. Partout sur le continent, l'espoir et la peur coexistent dans un équilibre précaire. En France, des responsables politiques parlent discrètement d'une idée audacieuse. Le plan Schuman. C'est une proposition radicale pour l'époque. Réunir les industries du charbon et de l'acier de la France et de l'Allemagne de l'Ouest sous une autorité européenne commune. Objectif, assurer la paix, reconstruire la confiance et poser les bases de quelque chose de complètement nouveau. Mais dans cette version de l'histoire, le plan fuite trop tôt, avant que le public ne soit prêt. Et au lieu d'un accueil prudent, c'est l'indignation qui explose. Les nationalistes et les communistes s'emparent du débat, dénonçant une perte de souveraineté et une mise sous tutelle étrangère. L'opinion publique se sent trahie et se met en colère. Des manifestations éclatent à Paris et dans d'autres villes. Face à la pression, l'Assemblée nationale française rejette le plan en juin de la même année. Sans la France, tout le projet s'effondre. Les autres pays l'abandonnent aussi. Le plan Schuman est mort. Et avec lui, le rêve d'une Europe unie. Au début, les conséquences semblent limitées. Il n'y a pas de nouvelle guerre, les frontières ne bougent pas, mais quelque chose d'essentiel manque. La confiance. Sans la communauté du charbon et de l'acier, il n'y a pas de CEE. Sans la CEE, pas de traité de Maastricht. Et sans Maastricht, pas d'Union européenne. Dans les années 1960, les économies européennes croissent, mais pas ensemble. Il n'y a pas de marché commun, ni de libre circulation. Chaque pays augmente ses taxes douanières, protège ses industries et défend sa souveraineté. Le plus gros problème, la France et l'Allemagne de l'Ouest veulent tous les deux diriger. Mais aucune des deux ne fait confiance à l'autre. Et sans le pacte de charbon et de l'acier pour leur unifier, leur rivalité ne fait que croître. À Paris, le président Charles de Gaulle se tourne vers ce que la France maîtrise le mieux. La diplomatie, la défense et la fierté nationale. Il défend la force nucléaire indépendante de la France et exige que le pays agisse selon ses propres termes. Comme dans la vraie histoire, il se retire du commandement militaire intégré de l'OTAN. Mais dans notre version de l'histoire, il renforce l'influence coloniale de la France, notamment en Algérie, en Tunisie et en Afrique de l'Ouest. Cela mène à des guerres d'indépendance en Afrique, coûteuses pour la France. En politique étrangère, la France se positionne comme un troisième pôle entre les superpuissances. Ni américaine, ni soviétique, mais fièrement française. Mais il y a quand même un prix à payer. Sans accès à un marché européen commun, la France protège ses industries avec des taxes douanières et des subventions. Cela lui donne du temps, mais pas de la croissance. À la fin des années 1960, la stagnation économique s'installe. Le chômage des jeunes augmente, l'inflation fait mal. L'empire se réduit. Et la grandeur à laquelle De Gaulle s'accroche commence à paraître de plus en plus déconnectée de la réalité. À Bonn, en Allemagne, le chancelier Konrad Adenauer, puis Ludwig Erhard, emprunte une autre voie. Politiquement prudent mais économiquement audacieux, l'Allemagne de l'Ouest se reconstruit grâce à la puissance industrielle et une croissance basée sur les exportations. Sans les obligations de l'UE, l'Allemagne de l'Ouest forge son propre réseau d'accords commerciaux, surtout en Europe de l'Ouest et dans l'Europe centrale. L'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark se retrouvent dans son orbite industrielle. Les usines allemandes produisent des voitures, des produits chimiques et des machines-outils. Et à la fin des années 1960, sous le chancelier Kurt Georg Kissinger, l'Allemagne de l'Ouest n'est pas seulement la plus grande économie en Europe, elle façonne discrètement les chaînes d'approvisionnement du continent. Mais pendant que l'Allemagne prospère, la France commence à atteindre un point de rupture. Mai 1968. Des manifestations éclatent dans tout le pays, étudiants, travailleurs, intellectuels et chômeurs. De Gaulle, sous une pression croissante, convoque des élections anticipées.
espérant d'obtenir un mandat clair. Ces manifestations ont vraiment eu lieu, comme vous le savez probablement. Mais dans notre ligne temporelle alternative, le résultat est bien pire, car il n'y a pas de coussin économique grâce à l'intégration européenne. Le niveau de vie est plus bas, la frustration publique est plus profonde. Et au lieu d'une victoire conservatrice, le résultat est un parlement divisé. Les partis communistes et pro-soviétiques montent en puissance et le centre s'effondre. Et en 1970, De Gaulle démissionne, laissant la France entrer dans une décennie d'instabilité. Puis, en 1973, la crise pétrolière frappe. Les prix s'envolent, l'inflation grimpe en flèche et la croissance s'effondre partout en Europe. Et sans le marché commun, sans stratégie énergétique et sans coordination, le choc est dévastateur. Le gouvernement fragile de la France s'effondre à nouveau. Et cette fois, les communistes remportent une majorité claire. L'Italie suit la France rapidement. Le compromis historique entre les communistes et les chrétiens démocrates, proposé pour stabiliser le pays, ne se réalise jamais. La crise s'aggrave et en 1976, l'Italie élit aussi un gouvernement communiste sans équivoque. De grands pays d'Europe de l'Ouest tombent maintenant dans l'orbite soviétique. Le rideau de fer ne se limite plus à l'Est, il s'étend maintenant vers l'Ouest. Puis, en 1989, quelque chose de remarquable se produit. La chute du mur de Berlin. Un événement qui, comme dans notre histoire, a bien eu lieu. Le bloc soviétique commence à se désintégrer et, à travers l'Europe de l'Est, les pays nouvellement libérés se tournent vers l'Ouest. L'Allemagne se réunifie. Et les autres pays de l'Est espèrent la démocratie, les investissements et la sécurité. Mais ils ne l'obtiennent pas. L'Europe est divisée. La France et l'Italie, désormais sous des gouvernements communistes, restent silencieuses. Le Royaume-Uni se tourne vers Washington. Et l'Allemagne, toujours puissante économiquement, mais prudente et tournée vers l'intérieur, réticente à prendre la tête politiquement et mal vue par de nombreux voisins. Le résultat, l'OTAN ne s'étend pas vers l'Est. Les États-Unis sont prêts, mais leurs partenaires européens sont fragmentés et hésitants. Et dans ce vide, Moscou finit par revenir. Sans l'Union européenne pour attirer l'Europe de l'Est vers l'Ouest, la Russie, d'abord sous Eltsine et ensuite encore plus sous Poutine, cherche à rétablir son contrôle. Elle propose des accords énergétiques, une protection militaire et un soutien politique aux gouvernements post-communistes vulnérables. Finalement, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie retombent dans l'orbite de Moscou. D'autres pays, comme la Pologne et les pays baltes, résistent. Mais sans soutien, leur espoir démocratique se dissipe rapidement. L'influence de l'Allemagne grandit aussi rapidement, signant de grands accords commerciaux avec la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, les attirant davantage dans leur sphère d'influence. En 2020, le continent se divise en 3 grandes zones de pouvoir. Un bloc russe s'étendant profondément dans l'Europe de l'Est et centrale. Une zone économique dirigée par l'Allemagne, riche mais prudente, centrée sur le commerce et non sur la stratégie. Et un groupe aligné sur les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande et les pays nordiques. Militairement sécurisé, mais politiquement dépendant de Washington. Et puis, il y a la France et le sud de l'Europe. Fragmentés, instables et imprévisibles. Ils naviguent d'une influence à l'autre, poursuivant des intérêts à court terme. Un jour, c'est la Russie, le lendemain, c'est l'Amérique ou Berlin. Et pire encore, une nouvelle guerre froide est en train de se profiler. Non pas entre 2 superpuissances, mais entre des blocs rivaux, des intérêts divergents et un continent qui ne s'est jamais réuni. Bon, faisons un rewind. Ça a peut-être un peu dérivé. Mais c'était vraiment amusant à écrire. Oui, certains aspects ont pu sembler exagérés ou peu réalistes. Prédire 50 ans d'histoire à partir d'un seul tournant est, bien sûr, très spéculatif. Mais nous croyons que certaines de ces choses ne sont pas si éloignées de la réalité. Sans l'UE, la reprise économique se serait ralentie, et les mouvements extrémistes gagnent du terrain en temps de crise. L'Europe de l'Est n'aurait peut-être jamais connu la reprise post-soviétique qu'elle a eue. Et une Russie agressive, remplissant les vides laissés par une Europe divisée, cette partie s'écrit presque d'elle-même. Alors, passons de ce qui aurait pu être à ce qui s'est réellement passé. En 1950, au lieu de s'effondrer sous la division, l'Europe a fait un autre choix. Dans notre ligne du temps réel, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, a proposé quelque chose de radical, le plan Schuman, qui plaçait la production du charbon et de l'acier franco-allemande sous une autorité commune. L'idée était simple, mais audacieuse. Si vous rendez la guerre matériellement impossible, vous rendez la paix politiquement inévitable. Le plan a réussi. En 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier est née.
En 1957, elle est devenue la Communauté économique européenne, posant les bases du commerce commun, de la libre circulation et des lois partagées. Et en 1992, le traité de Maastricht a officiellement créé l'Union européenne, une union de pays liés non seulement par des traités, mais par des valeurs partagées. Démocratie, droits de l'homme, primauté du droit et paix. On parle souvent de géopolitique en chiffres. Économie, armée, échanges commerciaux, réglementation. Mais au fond, tout cela concerne les gens qui vivent en Europe, nous, et notre sentiment d'appartenance à une ville, une nation et de plus en plus à une idée européenne partagée. Cela nous permettant d'être dans cette version de l'histoire au lieu de celle-là. Honnêtement, le simple fait que nous vivons dans un monde où une Europe unie existe, c'est presque un miracle. Nous, une Europe unie, sommes la ligne du temps alternative. C'est tellement improbable que c'est presque choquant. Et nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. Et si vous aimez vraiment ce que nous faisons, envisagez de devenir membre de la chaîne où nous offrons des avantages et des privilèges uniques. À la prochaine!